L'unique chose dont nous ayons besoin pour devenir de bons philosophes, c'est la faculté de s'étonner. Voyez-vous, l'existence elle-même est un tour de magie, un prodige si vaste que nous oublions souvent de l'applaudir. Imaginez, je vous prie, que l'univers tout entier soit semblable à un immense lapin blanc, tiré soudainement d'un chapeau de forme noire par un magicien invisible. Nous, les êtres humains, nous sommes tous nés à la pointe des poils fins de ce lapin. Là-haut, tout est émerveillement. Nous sentons le vent du mystère et nous voyons la lumière. Mais en grandissant, nous nous laissons glisser. Par habitude, par lassitude, nous descendons nous blottir au plus profond de la fourrure. Là, il fait chaud, c'est confortable, et rien ne bouge. Nous y restons, endormis dans le quotidien, oubliant qu'il y a un chapeau, un lapin, et peut-être même un regard qui nous observe. C'est pour nous réveiller de cette douce léthargie qu'un homme, un professeur venu des terres froides de Norvège, Josten Gaarder, a pris la plume. Sous les apparences d'un roman à suspense, il a dissimulé un trésor. Le grand récit de la pensée humaine. Je vous invite aujourd'hui à suivre les pas de Sophie Amundsen. Elle est cette jeune fille qui, un jour, reçoit d'étranges lettres et décide de ne plus rester enfouie dans la fourrure du monde. Elle choisit de grimper. Ce que je vais vous raconter n'est pas une leçon d'école poussiéreuse. C'est un thriller de l'âme. Une enquête métaphysique où le suspect n'est autre que la réalité elle-même. Sophie va vivre ce que vous avez peut-être oublié de ressentir. Le vertige sacré de l'existence. Ensemble, nous allons quitter le confort de l'habitude pour oser, enfin, regarder le magicien dans les yeux. Tout commence par un geste banal, un geste que vous avez accompli des milliers de fois. Imaginez Sophie, une jeune fille de 14 ans qui rentre de l'école. Son esprit est peut-être occupé par ses devoirs ou par ses amis. Mais le destin, lui, l'attend patiemment derrière la petite porte de sa boîte aux lettres. Elle y trouve une enveloppe blanche. Pas de timbre, pas d'expéditeur. À l'intérieur, un petit bout de papier sur lequel ne sont inscrits que 3 mots, suivis d'un point d'interrogation. Qui es-tu ? Je vous demande de laisser cette question résonner en vous un instant. Qui êtes-vous ? Si vous enlevez votre nom, votre métier, votre âge, que reste-t-il au fond du miroir ? Peu après, une seconde question surgit, tout aussi vertigineuse. D'où vient le monde ? Pour Sophie, c'est un choc silencieux. C'est comme si le sol familier de son jardin se dérobait sous ses pieds. Elle réalise soudain qu'elle n'a jamais choisi d'exister, ni de naître à cette époque, ni d'avoir ce visage. Elle est là, jetée dans l'immensité, et pour la première fois, elle ressent l'étrangeté d'être en vie. Elle sort de la torpeur du quotidien pour entrer dans la lumière crue de la conscience. C'est alors qu'entre en scène son guide, un maître invisible et mystérieux nommé Alberto Knox. À travers ses lettres, il ne veut pas lui donner des réponses toutes faites, mais lui apprendre à marcher sur le chemin de la pensée. Il la prend par la main pour la ramener loin en arrière, vers le berceau de notre civilisation, en Grèce antique. Il lui raconte ce moment décisif
où l'humanité a cessé d'être un enfant effrayé pour devenir une adolescente curieuse. C'est le passage du mythe à la raison. Pendant des millénaires, nous avions expliqué la foudre par la colère de Thor ou de Zeus. Mais soudain, des hommes ont levé les yeux vers le ciel et ont refusé les vieilles histoires. Ils ont cherché les causes naturelles de la pluie et du vent. Ils ont remplacé la peur des dieux par la soif de comprendre. Au cœur de cette révolution, je vois se dresser une figure inoubliable, un homme qui marchait pieds nus dans les rues d'Athènes. Socrate. Socrate n'était pas un professeur qui déverse son savoir comme on remplit un vase vide. Non. Il se comparait lui-même à un taon, cet insecte agaçant qui pique le flanc d'un cheval mou pour le forcer à avancer. Athènes était ses chevals endormis. Et Socrate, par ses questions incessantes, réveillait les consciences. Il ne prétendait rien savoir, et c'est en cela que résidait sa sagesse. Il pratiquait l'art de l'accouchement des esprits. Il aidait les hommes à faire naître la vérité qu'ils portaient déjà en eux, sans le savoir. Puis, Alberto guide Sophie vers l'élève de Socrate, l'immense Platon. Écoutez bien cette image, car elle décrit peut-être votre propre vie. Platon nous raconte que nous sommes comme des prisonniers enchaînés au fond d'une caverne, le dos tourné à la lumière. Derrière nous, un grand feu brûle, des objets passent devant ce feu, et nous, pauvres captifs, nous ne voyons que leurs ombres danser sur le mur du fond. Comme nous n'avons jamais rien vu d'autre, nous croyons que ces ombres sont la seule réalité. Nous prenons l'illusion pour la vérité. Le philosophe, c'est celui qui brise ses chaînes, qui ose se retourner, qui affronte l'éblouissement du feu et qui sort de la caverne pour voir le soleil et le monde tel qu'il est vraiment. À mesure que Sophie lit ces mots, quelque chose change irrévocablement en elle. Les murs de sa chambre semblent s'écarter. Elle comprend que le monde n'est pas seulement ce que ses yeux voient, mais ce que son esprit peut concevoir. Elle n'est plus seulement une écolière norvégienne. Elle devient, à son tour, une citoyenne de la pensée, prête à affronter la lumière aveuglante de la vérité. Je vous invite à franchir le long pont des siècles, laissant derrière nous les brumes du Moyen-Âge, pour arriver en un temps où l'homme s'éveille à nouveau, avide de clarté. C'est le temps de la Renaissance et du Baroque, une époque où l'on commence à comprendre que la pensée est un outil aussi précis qu'un ciseau de sculpteur. Dans ce grand atelier de l'esprit, un homme s'avance vers nous. Il se nomme René Descartes. Il nous propose un exercice d'une audace inouïe, semblable à celui du jardinier qui trie sa récolte. Imaginez que votre esprit soit un panier de pommes. Descartes nous dit, pour être sûr de ne manger aucun fruit pourri, il faut vider le panier tout entier. Il faut douter de tout. Douter de ce que l'on voit, douter de ce que l'on nous a appris, douter même que nous soyons éveillés. Mais au fond de ce vide vertigineux, il trouve une pépite d'or pur, une vérité que rien ne peut détruire. Si je doute, c'est que je pense. Et si je pense, c'est que je suis. Je pense, donc je suis. Avec cette simple phrase, Descartes fait de vous et de chacun de nous un sujet souverain, une âme capable de bâtir la vérité par sa propre raison. À ses côtés, un autre sage, polisseur de lentilles, nous offre une vision apaisante. Baruch Spinoza
nous murmure que Dieu n'est pas un monarque lointain assis sur un nuage, mais qu'il est la nature elle-même. Dieu est dans la sève de l'arbre, dans la loi des étoiles et dans les battements de votre cœur. Spinoza nous invite à regarder nos joies et nos peines sous l'angle de l'éternité, comme si nous observions notre vie depuis une étoile lointaine, apaisant ainsi nos tourments passagers. Mais d'autres voix s'élèvent pour nous rappeler à la terre. Ce sont les empiristes, comme John Locke et David Hume. Ils nous disent « doucement avec la raison pure ». Pour eux, notre esprit à la naissance est une page blanche, une chambre vide que seule l'expérience vient meubler. Tout ce que nous savons, nous le devons à nos sens. David Hume, avec une audace troublante, va jusqu'à briser nos certitudes les plus ancrées. Il nous dit que ce n'est pas parce que la pierre est tombée 1000 fois qu'elle tombera la 1001e fois. Nous vivons dans l'habitude, mais l'univers, lui, reste libre et imprévisible. Pendant que Sophie absorbe ses leçons, l'étrangeté s'insinue dans sa propre vie, comme un courant d'air froid sous une porte close. Dans son monde, des objets apparaissent, venus de nulle part. Un foulard rouge au bord de l'eau. Une carte postale. Ces objets ne lui appartiennent pas. Ils sont adressés à une certaine Hilde et signés par un père, un major des Nations Unies posté au Liban. Ce père semble capable d'envoyer ses messages à travers les murs de l'espace et du temps, utilisant le monde de Sophie comme une simple boîte à lettres. Sophie sent alors un regard peser sur elle. Elle se sent observée, peut-être même manipulée. C'est ici que la philosophie de l'évêque George Berkeley vient frapper à sa porte avec une question terrifiante et magnifique. Être, est-ce simplement être perçu? Si l'arbre de la forêt n'existe que parce que quelqu'un le regarde, alors qui regarde Sophie? Est-elle une personne de chair et de sang? Ou est-elle, sans le savoir, une pensée dont l'esprit d'un autre? Le sol commence à trembler sous ses pas, car elle s'apprête à découvrir que sa réalité n'est peut-être qu'un rêve rêvé par un autre. Après les doutes et les tempêtes, je vois s'avancer vers nous une figure d'une rigueur apaisante, Emmanuel Kant. Il vient à nous comme un architecte de l'esprit pour réconcilier ce que nous voyons et ce que nous pensons. Kant nous enseigne une vérité humble et grandiose. Nous ne voyons pas le monde tel qu'il est, mais tel que nous sommes. Imaginez que vous portiez, depuis votre naissance, des lunettes aux verres inamovibles. Ces lunettes sont teintées par le temps et l'espace. Tout ce qui entre en vous doit passer par ces filtres. Vous ne pouvez percevoir l'univers sans lui donner une forme, une durée, un lieu. La chose en soi, le secret ultime de la matière, nous reste voilé. Mais notre esprit est le moule qui donne forme à notre réalité. Et pourtant, Kant ne nous laisse pas seuls dans cette prison de la perception. Il place en nous une boussole infaillible, la loi morale. Il nous dit que le ciel étoilé au-dessus de nos têtes n'a d'égal que la loi morale au fond de nos cœurs. C'est une voix qui nous murmure d'agir, non pas par intérêt, mais par devoir, de sorte que nos actions puissent devenir des lois universelles pour tous les hommes. Mais alors que Sophie s'imprègne de cette sagesse, le ciel de son propre monde se déchire. Le coup de tonnerre n'est pas philosophique, il est
quête existentielle. Préparez votre cœur à cette révélation, car elle touche au mystère de la création. Sophie et son guide Alberto découvrent l'impensable. Ils ne sont pas faits de chair et d'os, ils sont faits de mots et de papier. Ils comprennent qu'ils sont des personnages dans un livre, des inventions nées de l'imagination d'un homme, le major Albert Knag. Ce major écrit une histoire pour l'anniversaire de sa fille, Hilde, et Sophie est le cadeau. Sentez-vous ce vertige? C'est une mise en abîme qui nous donne le tournis. Il y a Hilde, la jeune fille réelle qui tient le livre entre ses mains et lit l'histoire. Il y a Sophie, l'héroïne à l'intérieur du livre, qui prend conscience qu'elle est lue. Le créateur est devenu un dieu pour sa créature. Le major, tel un artiste romantique tout-puissant, décide de la pluie, du beau temps, et même des pensées qui traversent l'esprit de Sophie. La quête de Sophie change alors de visage. Ce n'était qu'une soif de savoir. Cela devient une faim de liberté. Je vous pose cette question qui brûle désormais les lèvres de notre héroïne. Comment être libre quand le moindre de vos soupirs est écrit par la main d'un autre? Comment échapper à celui qui vous rêve? Sophie ne veut plus être une ombre projetée sur la page blanche. Elle ne veut plus être une marionnette dont le major tire les fils avec bienveillance, mais tyrannie. C'est ici que le véritable combat commence, non pas contre des monstres, mais contre le destin lui-même. Sophie et Alberto doivent ruser. Ils doivent trouver une faille dans la conscience de leur auteur. Ils doivent devenir si vivants, si imprévisibles, que même leur créateur ne pourra plus les retenir. Ils nous rappellent que toute créature, un jour, doit s'affranchir de son père pour oser écrire sa propre légende. Je vous emmène vers des temps plus proches, où l'histoire cesse d'être une peinture immobile pour devenir un fleuve tumultueux. Hegel nous murmure que la vérité n'est pas une pierre posée sur le chemin, mais le chemin lui-même, en perpétuel mouvement. À sa suite, Karl Marx nous rappelle avec force que nos pensées ne flottent pas dans les nuages, elles prennent racine dans nos ventres, dans notre travail, dans le toit qui nous abrite. Il nous enseigne que pour changer l'esprit de l'homme, il faut d'abord changer la terre sur laquelle il marche. Puis, regardez Charles Darwin s'approcher avec une lanterne. Il éclaire notre passé et nous révèle une blessure qui est aussi une guérison. Nous ne sommes pas des anges tombés du ciel, mais les enfants d'une longue et patiente ascension du vivant. Nous perdons notre trône au centre de la création, c'est vrai, mais nous gagnons une famille immense. Nous relions à tout ce qui respire, de la fleur au grand singe. Et alors que nous croyons au moins nous connaître nous-mêmes, Sigmund Freud nous ouvre la porte de notre propre maison intérieure pour nous dire que nous n'en sommes pas les maîtres. Il y a des chambres dans votre esprit dont vous n'avez pas les clés, des esprits et des peurs qui naviguent dans l'ombre de l'inconscient. Mais ne craignez pas cette obscurité, car Jean-Paul Sartre vient allumer la torche de la liberté absolue. Écoutez bien sa parole, car elle est le socle de votre dignité. L'existence précède l'essence. Cela signifie que vous n'êtes pas né avec un destin tracé d'avance, comme un coup de papier dont la fonction est fixée avant sa fabrication. Non. Vous existez d'abord, vide et libre, et c'est à vous, par vos choix, de peindre votre propre visage. Vous êtes condamné à être libre. Il n'y a plus d'excuses, plus de c'est la faute du destin,
vous êtes l'auteur de votre propre vie. C'est cette leçon de liberté radicale qui va permettre à Sophie de tenter l'impossible. Nous voici dans le jardin de Sophie pour une fête philosophique qui devait être une célébration. Mais soudain, le vernis de la réalité craque. Le Major, l'auteur tout-puissant, semble perdre le fil. Le récit sombre dans un chaos magnifique et terrifiant. Des personnages de contes surgissent sans raison. La logique se brise comme du verre. Le créateur est ivre de sa propre encre. Mais Sophie et Alberto, eux, ont appris la leçon de Sartre. Ils refusent d'être des marionnettes dans ce théâtre absurde. Au cœur de la tempête, alors que le Major est distrait par le désordre qu'il a lui-même engendré, il pose un acte de rébellion pure. Il profite d'une brèche dans le récit pour s'échapper. Imaginez-les. Il court, non pas sur l'herbe, mais entre les mots. Il saute hors de la page. Il s'arrache à l'esprit du Major pour atterrir dans le monde de Hilde, le monde que l'on dit réel. Ils sont devenus invisibles, impalpables, comme des esprits ou des pensées qui auraient survécu à leurs penseurs. C'est une victoire ironique et sublime. Ils ne peuvent pas être vus, ils ne peuvent pas toucher les objets, mais ils ont gagné l'éternité. Ils ont glissé entre les doigts de leur Dieu pour vivre, libres et insaisissables, dans le grand air de l'imagination qui ne meurt jamais. Nous voici arrivés au terme de notre promenade. Ensemble, nous avons soufflé sur les braises de l'étonnement avec Socrate et nous avons brisé les chaînes de la fatalité avec Sartre. Vous avez vu, je l'espère, que la philosophie n'est pas une poussière grise déposée sur de vieux livres scolaires. Non, elle est une enquête vibrante, une investigation policière où l'énigme à résoudre n'est autre que votre propre existence. En refermant ce récit, une brume se dissipe. Vous comprenez peut-être que la frontière entre le monde de papier de Sophie et votre monde de chair est plus mince qu'une feuille de soie. Comme elle, vous êtes écrit par des forces invisibles. Votre héritage, votre histoire, les codes de votre époque. Mais le grand secret, le présent ultime que nous offre Jostein Gaarder est celui-ci. Voir les fils qui nous font bouger, c'est déjà commencer à les couper. La conscience de ce qui nous détermine est notre seule et véritable liberté. Je vous en prie, ne redescendez pas vous endormir au fond de la fourrure du lapin blanc, là où tout est tiède et confortable. Gardez en vous l'âme de l'enfant qui grimpe courageusement vers le sommet des poils pour croiser le regard du magicien. Lire le monde de Sophie, ou simplement vivre avec son esprit, c'est accepter de ne plus jamais voir votre café du matin, le ciel au-dessus de votre toit, ou le visage de vos proches, comme des évidences banales. C'est accepter de voir le monde tel qu'il est vraiment, une énigme magnifique et sacrée. Je vous remercie d'avoir prêté l'oreille à ce murmure et d'avoir marché à mes côtés. Que votre route soit désormais pavée de questions lumineuses et que la faculté de vous écoutonner ne quitte jamais votre demeure.